Quand on aime, on se bat. Voilà une phrase que vous avez sans doute entendue au moment de votre rupture amoureuse et qui pousse à avoir un jugement largement coloré sur l'attitude de votre ex. Qu'en est-il? Est-ce que cette phrase a une véritable résonance dans le paysage de la reconquête amoureuse? C'est ce que nous discutons et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on décortique un état d'esprit, un préconçu, une phrase qu'on entend un petit peu à toutes les sauces, avec laquelle bien évidemment je suis pas 100% d'accord, voire même pas 50% pour être honnête. En tout cas, on est dans un univers où on entend souvent que quand on aime, on devrait se battre. Ça veut dire quoi techniquement, matériellement sur le terrain? Ça veut dire que juste avant la rupture amoureuse, au moment de sa conception, de son ressenti, de la réflexion autour du fait de mettre un terme à l'union qui est présente entre vous et votre ex, cette personne devrait donc freiner des quatre fers, réfléchir aux implications, réfléchir au matériel qu'il ou elle a devant elle ou lui et se dire que la décision qui va être prise est injuste, n'est pas pertinente, ne relève pas de la logique de couple et ainsi on devrait plutôt trouver des solutions, entrer dans un système de communication qui permette aux deux personnes de travailler vers un solutionnement qui soit donc uniquement réfléchi communément ou par exemple qu'il donne accès, qu'il permette l'intervention de professionnels extérieurs. On pense à la thérapie de couple qui est quelque chose qu'on voit, qui existe mais qui à mon sens, s'appuie sur une vision relativement aberrante de la notion de couple et c'est ce qu'on va mettre en relief à travers cette vidéo. Alors c'est pas forcément quelque chose de très plaisant, mais je pense que c'est nécessaire de discuter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que cette vision-là, cette idée du quand on aime, on se bat, va très clairement colorer votre système de pensée et du coup votre communication envers la personne que vous avez face à vous. Du coup, comme d'habitude, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties et on commence tout de suite avec la première de ces trois parties où je mets en relief finalement un clash des visions. Comme je vous le disais, quelque part, vous avez raison. Quand on aime, on se bat, c'est vrai. Le souci, c'est le questionnement autour de l'amour. De votre côté, vous vous dites que le couple battant de l'aile, techniquement, on avait d'autres solutions que le définitif, d'autres solutions que le violent, d'autres solutions que cette idée de vous isoler, de vous laisser complètement de côté et de ne pas finalement vous donner votre chance, de ne pas finalement vous donner la parole. On ne vous a pas dit que vous pouviez venir à la barre pour témoigner. Dans d'autres situations, on ne va pas se leurrer, vous avez eu cette parole-là, mais vous allez malgré tout estimer que vos arguments n'ont pas été entendus parce que le juge était un petit peu corrompu. Il avait pris sa décision avant de vous entendre. Ce qui n'est pas forcément complètement faux quand on se réfère à l'idée que je mets en relief depuis des années, à savoir qu'il existe véritablement une différence entre la rupture et la séparation. Le droit de parole, il arrive au moment de la séparation. Au moment de la rupture, c'est plutôt entre guillemets, dans les yeux de votre ex, à vous de vous rendre compte que quelque chose ne va pas, de mettre les solutions en relief, en action, et puis souvent ça ne suffit pas parce qu'il y a déjà cette impression, cette émotion intérieure, cette idée que le couple ne fonctionne plus, que ça ne m'apporte plus ce que je veux, et donc on veut aller au bout de ce processus. Donc il y a véritablement ce clash entre deux visions où vous êtes dans le solutionnement, dans l'idée du futur, dans cette impression assez rapidement quand vous comprenez que la personne face à vous vous échappe, que vous allez pouvoir changer, que vous allez pouvoir faire des efforts, que vous êtes prêt à tous les engagements et que par conséquent la décision de la personne que vous avez face à vous est un manque de respect vis-à-vis de ce que vous avez vécu, vis-à-vis de ce que vous êtes prêt à mettre sur le tapis. On est dans cette idée que il y a cette espèce de drift entre nous deux qui est fait sur la rivière de l'injustice, très clairement, où il y a une décision qui est complètement unilatérale et où vous êtes complètement laissé de côté et forcément ça, oui, ça va créer de la colère, ça va créer de la rancœur et ce genre de choses. La réalité, c'est qu'à travers ce type d'argumentation, même si vous n'aimez pas, vous n'allez pas aimer entendre ce que je vais vous dire, c'est que vous vous défendez
vous-même et votre part du gâteau hein, dans ce couple, hein, la volonté de rester avec la personne que vous aimez toujours, mais vous vous défendez vous-même à travers la vision de ce qu'est la promesse du couple, hein, si vous voulez. C'est vrai, hein, c'est une des phrases que je dis très très souvent, notamment en introduction de coaching. Le couple, quand on le pousse à son paroxysme, bah, ça donne le mariage, et le jour du mariage, on dit quand même pour le meilleur et pour le pire. Bon, on va pas se mentir, on sait qu'en région parisienne, notamment, les chiffres, c'est un divorce pour 2 mariages, donc on sait que techniquement, bah, il y a un moment où cette promesse-là, elle se heurte à une réalité de terrain. D'aucuns diront, donc on est face à des gens qui mentent. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi la réalité du couple qui n'est pas nécessairement satisfaisante. Mais dans cette vision du quand on aime, on se bat, on oublie là justement la réalité de la personne qu'on a face à nous. D'abord, très clairement, est-ce que c'est une notion d'égoïsme? Bah oui, à 100%, nous sommes des êtres humains, les êtres humains ce sont des animaux, et tous les jours, même si l'altruisme peut faire partie de nos réflexes, tous les jours on réfléchit à ce que nous on veut, hein. Très clairement, on est mué par nos besoins, nos envies, nos désirs, etc., etc. Donc il y a une partie d'égoïsme. Bah oui, vous avez face à vous une personne qui est dans un couple, donc avec vous, qui n'est plus satisfaisant, qui est difficile à vivre. Faut pas oublier que c'est pas facile de communiquer avec quelqu'un pour lui dire des choses qui sont négatives en plus, hein. On n'a peut-être pas envie de venir vous taper sur l'épaule en disant écoute, là, faudrait que les choses changent, c'est compliqué. C'est pas un positionnement qui est extrêmement agréable. La plupart du temps, on aimerait bien que les gens face à nous voient ce qu'ils ont fait de mal ou voient comment ils pourraient évoluer pour, encore une fois, notre propre satisfaction, parce que cet égoïsme est présent. Donc oui, il y a dans la psychologie de la rupture amoureuse et donc de votre ex au moment de prendre cette décision, une grande part d'égoïsme, mais qui finalement est, à mon sens en tout cas, naturelle. Et puis il y a aussi cette question d'amour. Quand on aime, on se bat. Mais est-ce que votre ex à cet instant-là vous aime? Je pense pas que si on pose la question juste avant la rupture de demander à votre ex si on est fondamentalement amoureux ou amoureuse de vous, la réponse soit oui. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des réflexes, notamment des réflexes verbaux, où vous allez dire je t'aime à quelqu'un, on va vous répondre moi aussi, et puis 3 jours après il y a une rupture amoureuse, hein. Entre la verbalisation et la profondeur du sentiment, il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent. Mais on voit ce clash des visions où l'idée du quand on aime on se bat est complètement basée sur la notion de devoir, sur la notion d'engagement, mais pas du tout sur la psychologie personnelle, le désir, la volonté, l'égoïsme donc que je viens de mettre en relief. Toutes ces choses-là sont complètement annihilées. Le souci, c'est qu'un couple, c'est quand même une arène où 2 affirmations personnelles s'affrontent. Alors pas nécessairement à coup de glaive dans le but de décapiter la personne qu'on a face à nous, hein, on est bien d'accord, mais il y a quand même cette idée que quand je retrouve plus mes billes, quand c'est trop difficile pour moi, je réfléchis à mon implication dans ce couple-là. Alors il y a beaucoup de gens qui vont crier au scandale, etc., mais vous avez juste à changer l'environnement de cette réflexion pour comprendre que finalement elle est relativement naturelle et légitime également, hein. Vous imaginez au travail, et ça devient difficile. Les relations, je ne sais pas, avec votre supérieur ou vos collègues ou je ne sais qui, tournent au vinaigre, ça devient relativement compliqué. Vous savez que c'est difficile d'aller dire à votre boss qu'il faudrait un petit peu changer d'attitude parce que, tu commences à me les sauvagement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, et puis la colère, la frustration monte et vous n'arrivez pas à dire tout ce que vous voulez dire. Et puis, à un moment, hop, lettre de démission, allez, salut, bye bye. Ça vous apprendra, vous auriez dû mieux me traiter. Je pense que c'est des situations, alors tout le monde ne vit pas ce genre de choses, mais si vous avez déjà été dans ce genre de situation, on peut s'apercevoir que du côté de la boîte, on peut avoir un argumentaire qui est on ne peut pas nous planter comme ça se fait pas, on aurait pu discuter, tu aurais dû venir voir le RH ou parler avec telle ou telle personne dans la boîte qui aurait pu te faire évoluer vers un autre poste, qui aurait pu discuter, etc., etc., etc. Et puis on a vous de votre côté qui est non mais moi j'en ai plein le dos, j'ai essayé par tous les moyens, je faisais mon boulot, je faisais ce qu'on me demandait, ça paye pas, je suis le vilain petit canard, j'en ai ras-le-bol, allez hop, salut, moi je vais chez la concurrence. On comprend ce clash des visions, et effectivement il est présent, et ça remet cette phrase, cette idée du quand on aime, on se bat, en tout cas au moment d'une rupture amoureuse. Tout ça nous permet de passer à la deuxième partie qui est bien évidemment le principe fondamental d'une rupture amoureuse. On parle de quoi quand on vous annonce que on veut terminer ce couple? On parle d'une mutation
l'expression du sentiment premier qui a évolué, qui a changé vers quelque chose de moins positif. Et on le sait, même si je ne suis pas très basé sur les espèces d'imagerie et parfois la psychologie de comptoir autour du couple, j'ai quand même énormément de mal à renier le fait que la vie de couple et l'amour qu'on adresse à la personne qu'on a face à nous évolue au cours du temps, si vous voulez. Donc dire des choses, s'engager à démontrer son amour quand on est dans la période papillon dans l'estomac où chacune des phrases que la personne prononce devant vous vous fait sourire, même si c'est ni intellectuel ni très marrant, entre ça et 15 ans de mariage, on comprend bien ou quelques années simplement de vie commune, mais on comprend bien que oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont peser sur la psychologie et l'entente du couple, hein, si vous voulez. Il y a les habitudes du quotidien, il y a le fait que à un moment on a arrêté les efforts aussi, hein. Au bout de 5-10 ans on ne fait pas les mêmes efforts que les 3 premières semaines où on rencontre quelqu'un. Il y a la découverte de tout ça et puis il y a la pression environnementale, j'ai envie de dire, hein, tout ce qui se passe dans vos vies et qui fait que quelque part dans un couple on a quand même tendance à considérer la personne à nos côtés comme acquise, hein. On ne se dit pas oh mon Dieu elle risque de me quitter, il faut que je fasse des efforts absolument tous les jours quand on se lève le matin, et j'ai envie de dire heureusement, sinon la vie de couple serait relativement difficile à assumer. Mais on a quand même cette idée que le principe fondamental de la rupture amoureuse, c'est que la personne face à vous ressent une fatigue, des peurs, des doutes, une habitude à des choses qui ne sont pas satisfaisantes, à commencer à mettre sa petite lentille devant les yeux où on analyse la relation plutôt sous l'angle négatif et où le positif ne suffit pas. Donc c'est vrai que c'est très difficile à partir du moment où l'idée a commencé à germer dans la tête de la personne que vous avez face à vous, de la convaincre que tout peut aller extrêmement bien. Et dans les rares cas où je vois où effectivement on a réussi à verbaliser le problème, à le prendre à bras le corps avant que la rupture amoureuse éclate, on s'aperçoit qu'en fin de compte on s'est juste donné un petit répit de quelques semaines, quelques mois avant que le sentiment global revienne et qu'on ait l'impression de pu, comme je vous disais tout à l'heure, retrouver ses billes dans cette relation et qu'on ait envie d'arrêter, hein, tout simplement, de s'en échapper. Donc il ne faut pas oublier que le principe fondamental de la rupture amoureuse, c'est de se retrouver face à quelqu'un qui nous dit « je ne t'aime plus, ça ne peut plus fonctionner ». Donc quand on aime, on se bat, on voit qu'il y a un souci didactique, hein, parce que là, c'est quand je t'aime plus, je devrais quand même me battre par respect pour ce qu'on a vécu. Mais la vraie question aussi, enfin une autre des véritables questions à se poser, c'est est-ce que le fait de rompre est nécessairement le fait de cracher sur ce qu'on a vécu, ou est-ce que le temps et l'expérience qu'on a eue nous a amené à ça, et on peut très bien rompre avec quelqu'un et pas nécessairement la détester, en dire du mal, etc., etc. Vous avez sans doute des histoires d'amour qui se sont un petit peu mal terminées, mais toujours une forme de respect, quelle que soit sa largeur, sa grandeur, j'ai envie de dire, pour la personne avec qui vous étiez. Et des années plus tard, vous êtes capable de respecter ça, de voir dans ce couple-là une très très belle expérience, en vous disant que voilà, ça s'est terminé pour X ou Y raison, et puis aujourd'hui que c'est peut-être pas plus mal comme ça. L'idée, c'est véritablement que la personne face à vous n'a plus le même ressenti et se sent acculé, est en difficulté dans ce relationnel. Alors attention, je ne suis pas en train de fournir des excuses à votre ex, ça peut être compris comme ça. Je suis véritablement en train de discuter cette phrase: quand on aime, on se bat, dans le cadre d'une reconquête amoureuse, ou juste avant une rupture, ou juste après une rupture d'ailleurs, qui pour moi est une aberration totale, parce que effectivement, à cet instant T, l'amour est complètement discutable. Du coup, si on suit cette phrase, quand on n'aime pas, on se bat pas, et du coup, quand on se bat pas, on rentre dans son pacte, on est dans son affirmation personnelle, son contraste, sa volonté de rencontrer d'autres personnes, de faire d'autres projets, etc., etc. Et ça colle plutôt effectivement à la réalité de la rupture amoureuse. Donc cette phrase-là, attention à ne pas la laisser trop colorer votre vision des choses, parce que cette notion de respect qui finalement dissimule une espèce d'obligation de lien et de travail, et le fait de finalement se plier à votre volonté à vous, hein, parce que dans tout ça, on ne respecte pas le fait que votre ex veuille cette distance, veuille ce contraste, veuille autre chose. On est dans l'idée de non, attends, t'as signé, tu vas jusqu'au bout de ton contrat. On le voit dans le foot, hein, au moment des transferts, vous savez, l'équipe que je supporte, on voit des gens qui effectivement ont signé un contrat et puis qui ne vont même pas jouer, qui sont dans un espèce de loft, qui sont là pour palper leurs sous, et qui veulent pas partir, et on voit que ça arrange pas du tout la situation, hein. Le club en question leur a pas dit mais alors viens mon petit canard, reviens, on va te faire jouer, je vais te donner le numéro 10 et tu seras la star de l'équipe, un Draxler. Enfin voilà, bref, ce genre de choses. Donc il faut bien comprendre que finalement cette phrase-là, elle
elle est en contradiction absolument totale avec ce que votre ex peut ressentir au moment de mener, de décider, de se lancer dans la rupture amoureuse. Et je comprends qu'évidemment, ça ait un impact décisif sur la manière dont vous vous sentez. On sait à quel point on se sent mal. Et oui, l'injustice est une valeur clé, je sais pas, mais une valeur extrêmement présente au moment de la rupture amoureuse de votre côté. C'est naturel. Nous, on travaille à déplacer le focus, à pas mettre ça comme le fer de lance de notre argumentation et venir justement balancer ces grandes phrases qui, à mon sens, ne font absolument pas sens dans votre situation. Donc, l'idée, c'est véritablement de déconstruire tout ça. Et puis, la troisième partie, ça va être ce que j'ai appelé la victimisation, j'arrive plus à parler, la victimisation agressive. Il y a cette idée que ces phrases-là, ces grandes réflexions, comme je vous disais tout à l'heure, la psychologie de comptoir entre deux superbocs et un paquet de cacahuètes, ça permet un petit peu de faire son deuil. Hein. C'est comme les phrases de nos amis, des nanas, t'en retrouveras partout, de toute façon, tu mérites mieux que lui, etc. etc. C'est, voilà, les mecs, c'est tous des machins, les nanettes, c'est toutes des trucs bidules. Enfin voilà, hein, on connaît les grandes phrases qu'on vous balance et c'est censé vous aider à rapidement passer à autre chose, etc., etc. Très bien, mais ça provoque ce dont je viens de parler, c'est cette espèce de victimisation agressive. Je suis la victime, j'ai donc le droit de réagir violemment face à la personne que j'ai face à moi. J'ai le droit de catégoriser, j'ai le droit d'être dans une communication qui est alors plus du tout une communication non violente où je vais un peu rappeler la personne à ses obligations, à ses promesses, et puis je ne vais pas le faire avec un grand sourire et dans la discussion, je vais le faire en justement en n'utilisant pas forcément non plus des noms d'oiseaux, mais en lui expliquant que son comportement est déviant, n'est pas acceptable, etc., etc., etc. Et finalement, on se retrouve complètement dans le jugement, on se retrouve complètement dans une prise de position qui ne prend pas en compte la pensée, la réflexion, le contexte de la personne qu'on a face à nous. Est-ce que ce ne serait pas exactement ce que votre ex a fait ? Est-ce que finalement, ce genre de pensée-là ne nous place pas dans une situation qui est exactement la même, où nous aussi, on va créer notre tunnel de pensée, notre tunnel de réflexion, et on n'a absolument que faire de l'injustice intellectuelle de cette vision-là. On a trouvé l'argument qui nous défend, on a trouvé l'argument qui permet à notre environnement de venir à notre chevet, on a trouvé l'argument qui permet à tout le monde de pointer du doigt la personne qui nous fait du mal, et tout à coup, ça nous donne une espèce d'assise, une espèce d'assurance, mais on n'est absolument pas dans la vision que moi j'espère deviendra un jour la vision traditionnelle de la reconquête amoureuse, à savoir le déplacement de focus, le sourire, le dynamisme, le mouvement, etc., etc. On est plutôt dans le fait de creuser son trou et de se dire voilà ce que tu m'as fait, voilà où j'en suis, regarde, je suis 6 pieds tout sous terre, je n'avance plus, à part de la culpabilité, à part du conflit, à part ce genre de choses, ces phrases balancées quand on les prend à cœur, hein, quand on rentre du coup dans cette espèce d'agressivité vis-à-vis de l'autre, ça crée rien de bon, ni dans le cadre d'une reconquête amoureuse bien évidemment, mais ni à titre personnel si vous voulez, parce qu'on va pas apprendre grand chose de cette rupture amoureuse, on va juste se dire, et je vais être un peu vulgaire, l'autre c'est un enfoiré, hein, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, donc maintenant il faut que je me relève et il faut que je continue à avancer. Alors vous me direz, pour certaines personnes c'est suffisant et ça leur permet de continuer, et peut-être qu'ils auront une très très belle histoire d'amour après tout ça, certes, mais je suis pas sûr que du coup psychologiquement et dans le grand mouvement dont on parle autant aujourd'hui dans le développement personnel, on soit dans des logiques excessivement enrichissantes. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce genre de phrase, ce genre d'idée, à mon sens, n'en a aucun de sens. Voilà, donc ne laissez pas ce genre d'idées reçues qui sont balancées là comme une espèce de grenade colorer votre communication, votre système de pensée. Je pense qu'il y a beaucoup plus de critères de réflexion que ce sur quoi on s'arrête en tant que victime au moment d'une rupture amoureuse, mais c'est pas facile, ça veut dire qu'il y a une remise en question, ça veut dire qu'il y a une certaine empathie intellectuelle, encore une fois, ça veut pas dire qu'on accepte et qu'on excuse tout ce qui s'est passé, ça veut juste dire qu'on essaye de le comprendre soi-même pour avancer, ne plus se retrouver dans ce genre de situation et créer un véritable contraste pour faire avancer notre reconquête amoureuse. Voilà, j'espère que le débat vous apporte quelque chose. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est toujours très bon pour le référencement. Vous avez aussi la petite cloche pour vous au moment où,
Les vidéos sont diffusées pour tout simplement pouvoir voir les vidéos au moment où elles sortent. Vous avez les super merci, vous avez les liens sous la vidéo qui vous amènent directement sur le site internet avec les coachings, avec les formations, avec tout ça, tout ça. Je suis de retour, je suis là si vous avez besoin de moi. Voilà, je vous abandonne là et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à vous!